Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une affaire sensible, longtemps gardée secrète, l'affaire de l'école en bateau. En ce moment même, ici, au Palais de Justice de Paris, se déroule un procès hors norme. 4 hommes sont sur le banc des accusés. Ils doivent répondre des charges suivantes: viol et agression sexuelle sur mineurs. Alors, l'école en bateau, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'était une structure alternative créée dans les années 70 par un certain Léonide Kamenev, aujourd'hui justement sur le banc des accusés. Le postulat de base de l'école en bateau: partir pour une aventure exceptionnelle d'1 an ou plus sur un voilier, le Karekven, pour apprendre l'autonomie, la vie en communauté et découvrir d'autres cultures. Un concept qui vendait, vous le comprenez, du rêve aux enfants et aux parents. Seulement voilà, cette expérience, au demeurant fort louable, cette vie à huis clos sur un bateau, a finalement dégénéré, engendrant des relations sexuelles entre adultes et enfants. Des enfants qui se sont murés dans le silence pendant des années, mais qui aujourd'hui ont décidé de parler ici même. L'école en bateau est donc l'histoire d'un véritable naufrage. Suivez-moi. C'était pas seulement rentrer des choses dans sa tête, mais épanouir toute sa personne. L'idée pour Léonide Kamenev, c'est de responsabiliser l'enfant et de le faire devenir très rapidement, très jeune, trop jeune, l'égal de l'adulte. Son discours, pour lui, c'était larguer les amarres, comme on dit, vraiment dans tous les sens du terme. Se dénuder facilement, c'était vraiment une règle parmi d'autres. C'était comme critiquer la société de consommation, comme critiquer les femmes. Mais comment les parents pouvaient lire ça? Parce que, pour moi, la pédophilie, elle est écrite noir sur blanc. Il ne faut même pas que quelqu'un puisse voir ça à travers le trou de la serrure, c'est que faut pas que les gens soient au courant. J'ai honte d'être la cause de ces souffrances. Palais de justice de Paris, le vendredi 22 mars 2013. Toute la presse est là pour connaître le verdict dans cette affaire vieille de plus de 30 ans. Sur le banc des parties civiles, ils sont 9 à avoir porté plainte pour viol, tentative de viol et agression sexuelle contre 4 hommes qui comparaissent libres. La Cour va devoir trancher sur cette affaire sensible qui a secoué la France. Léonide Kamenev est-il le coupable capitaine des Pins? Que s'est-il réellement passé à bord du Karekven? Ce qui m'intéresse, c'est ce qui sera décidé ce soir par la cour d'assises et surtout qu'il n'y ait aucune des victimes qui soit laissée sur le bord du chemin de la procédure. Il y en a déjà eu suffisamment pendant l'instruction. 9, elles sont parties civiles. J'aimerais vraiment que la cour d'assises en garde 9. L'histoire de l'école en bateau commence à la fin des années 60. Après avoir été tour à tour instituteur, conseiller d'orientation, puis psychothérapeute, Léonide Kamenev crée cette école alternative. Il a 32 ans et rêve d'une pédagogie nouvelle pour les enfants. Après 5 jours d'audience, Kamenev nie les faits qui lui sont reprochés. Événement rare pendant un procès, il accepte de nous livrer sa version de l'histoire. J'avais un cabinet de psychothérapie et que j'avais des jeunes qui ne progressaient guère parce qu'ils n'étaient pas tant affectés eux-mêmes que leur rapport avec leur environnement. Donc, il paraissait important de changer l'environnement pour qu'eux-mêmes puissent reprendre la place qui leur revenait. D'où l'idée de partir en bateau. Son idée, c'est de découvrir d'autres cultures, d'apprendre l'autonomie et la débrouillardise et d'apprivoiser son corps sans tabou. À bord de ces voiliers, celui que tout le monde appelle Léo a accueilli pendant plus de 30 ans près de 400 enfants. Pour les jeunes, c'était... Bon, c'est une formation formidable, c'est aller voir comment vivent les autres, aller voir comment pensent les autres, aller voir ce que font les autres. Et ça leur a, je crois, fait découvrir que le monde ne se limitait pas à leur environnement proche, mais qu'après, s'ils voulaient retourner dans le monde, ils le pourraient. Fondée sur une association loi 1901 sans but lucratif, l'école en bateau voit le jour en 1969. Même si à l'époque l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, l'école, elle, ne l'est pas. Mais à l'époque, il était possible de monter des projets associatifs très séduisants
On peut emmener des enfants à l'autre bout du monde avec cette idée justement d'apprentissage de l'autonomie. Et donc, l'éducation nationale n'avait pas donné son aval, mais l'expérience était quand même possible. Ça a plu, ça a attiré d'autres jeunes qui voulaient faire ça ou ça intéressait leurs parents. Si bien que peu à peu, les choses se sont transformées et qu'on est arrivé à une idée d'épanouissement de l'individu, d'apprentissage autrement, etc. L'organisation de l'école en bateau évolue en 1979 lorsque Kamenev, financé par une association, réhabilite le Karekven, un tonnier breton de 20 mètres de long. L'école en bateau devient un projet éducatif ambitieux. Le capitaine et son second, Bernard Poggi, lui aussi sur le banc des accusés, proposent à des enfants entre 9 et 15 ans de suivre une scolarité au fil de l'eau et des découvertes. De tout ce qu'on a appelé la pédagogie nouvelle, c'était pas seulement rentrer des choses dans sa tête, mais épanouir toute sa personne. On savait qu'il n'allait pas apprendre sur les bancs de l'école. On savait que tout tournait autour de projets liés à déjà la vie en équipage, donc la vie en équipe, et puis la vie sur des projets qui allaient nécessiter de collecter des données, de les analyser, d'écrire beaucoup. À 37 ans, Gilles est un des mieux placés pour parler de cette pédagogie. De 86 à 92, il faisait partie de l'équipage de Kamenev. Son discours, pour lui, c'était larguer les amarres, comme on dit, vraiment dans tous les sens du terme. Donc c'était vraiment se libérer, être à l'aventure, découvrir son corps. Donc la référence au monde grec, évidemment, était régulier au début. Le rapport entre adultes et enfants, la liberté des enfants. Enfin, nous considérait vraiment comme des adultes à partir du moment où on était sur le bateau. L'idée pour Léonid Kamenev, c'est de responsabiliser l'enfant et de le faire devenir très rapidement, très jeune, trop jeune, l'égal de l'adulte. Toute voile dehors, Léonid Kamenev médiatise son projet et de nombreux reportages comme celui-ci vantent les mérites de son école. Un film qui va sans doute faire rêver les téléspectateurs de Thalassa qui sont en âge scolaire. Que diriez-vous si l'on vous proposait de passer un an à l'école, sans cours, sans prof, sans salle de classe, sur un beau bateau, au soleil, en toute liberté ou presque, avec des compagnons de votre âge. Une école sans tablier, où l'on apprend malgré tout des choses qu'un écolier doit savoir, l'histoire, le français, les mathématiques, les sciences, les langues étrangères, bref, une école à mi-chemin entre le paradis et le carnet de notes. Il y a les médias qui jouent un rôle quand même assez trouble, parce qu'ils vont mettre en avant d'une façon, je dirais, éhontée, cette expérience d'école en bateau. Oui, il ne s'est pas passé un an entre 1980 et 1990 sans qu'on ait entendu parler ou vu à la télévision des reportages sur l'école en bateau. Donc ce n'est pas un matraquage, c'est juste quelque chose de régulier avec une idée qui séduit. Et quand ces équipes de télévision viennent sur le bateau, bien évidemment, les enfants sont habillés, tout se passe très très bien et ils ne sont témoins, bien évidemment, de rien. Là encore, on a la vitrine. Et si on a pu voir dans certains films quelques images d'enfants nus, encore une fois, ça ne choque pas, parce qu'ils ne sont pas avec des adultes. Ils sont en train de sauter d'un bateau nu dans les Caraïbes. C'est pas choquant. Les enfants semblent s'épanouir au bout du monde, loin de leurs parents. La promesse de cette expérience pédagogique exceptionnelle vend du rêve à des centaines de parents et d'enfants. Ouais, c'était vraiment un rêve. Un vieux gréement en train de naviguer dans les Antilles, sous les tropiques, dans des endroits voilà, où les gens vont en vacances, quoi, tellement c'est déjà paradisiaque en soi, quoi. Et non, puis voilà, plus d'école, plus de profs, c'est comme ça que c'est présenté. Quand on est enfant, on rêve toujours d'aventure, on rêve toujours d'être un héros, voilà, je crois qu'on rêve d'être un héros, de quelqu'un qui va changer le monde ou qui va faire quelque chose de bien. Et c'était ça à l'APA. C'était sympa, ouais, de voir toutes ces émissions nous donner envie d'être sur le bateau, ça, c'est sûr. Il se trouve que c'est à l'autre bout du monde, au milieu du soleil, des palmiers, des coquillages sur la plage. Voilà. Et une fois que vous avez intégré ça et que vous avez votre enfant qui vous dit « je veux y aller maman, je veux y aller papa », c'est formidable qu'on faisait confiance. Et lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a un charisme, quand vous avez en face de vous une école dont tout le monde parle, ça passe à Thalassa. Imaginez Thalassa. Alors on s'incline très bas et on dit ça n'est que formidable et ça n'est que du rêve, donc on ne voit pas le reste. Cette poudre aux yeux, cette belle vitrine, fait que les parents eux-mêmes ont eu du mal ou n'ont pas réalisé ce qui s'était passé. Pour envoyer leurs enfants à bord du Karekven, pendant une année au moins, les parents devaient signer une décharge qui, à sa lecture, près de 40 ans plus tard, peut paraître surprenante sur certains points.
Par exemple, je confie à ce jour et pour une durée indéterminée cet enfant à l'école. Je sais l'autonomie dont jouissent les enfants et j'en accepte les conséquences possibles. Je m'engage à ne me retourner en aucune manière contre les animateurs et organisateurs de l'école en bateau. Le seul document administratif que l'on a trouvé sur le bateau, c'est une pauvre autorisation parentale, vous savez, pour autoriser l'adulte à donner son accord à une opération à l'hôpital à l'autre bout du monde. C'est tout. Rien de l'éducation nationale, aucun document qui faisait qu'on suivait un parcours scolaire. À aucun moment, l'éducation nationale ne va demander de compte à Kamenev. Non, aucun. À aucun moment. D'ailleurs, ils auraient pu s'interroger parce que ces enfants-là qui restaient parfois 2 ans, 3 ans ou 4 ans à l'école en bateau, quand ils revenaient, ils reprenaient l'école dans leur classe d'âge. Ils avaient raté la 6e, 5e, 4e, 3e et ils rentraient en seconde. Aucune réaction de l'éducation nationale. Est-ce qu'il a eu des soutiens? Est-ce qu'il avait des amis? Sur une telle longue période, on peut forcément que s'interroger. Apparemment, ces années à bord n'auraient pas porté préjudice à la scolarité des enfants. Les parents, eux, ne se posent pas de questions. On avait des enfants qui étaient désireux de partir. Ce ne sont pas les parents qui font les démarches. Ce sont les enfants qui font la démarche auprès de leurs parents et ensuite les parents qui vont faire la démarche auprès de l'école en bateau. Ma mère était très réservée et mon père était très enthousiaste. Et voilà, au fond, c'est lui qui a décidé de m'envoyer parce que il m'a demandé si je voulais partir. Alors c'est sûr qu'entre passer 3 mois dans le désert tunisien ou rester 3 mois sur les bancs du collège, voilà, il n'y a pas tellement de choix à faire. Enfin, le choix est vite fait, quoi. Cette école, pas comme les autres, est un rêve pour les enfants comme pour les parents. Mais avant ce potentiel grand départ, les futurs élèves doivent d'abord participer à une forme de stage. Ça peut être dans une maison isolée en Ardèche ou à bord d'une péniche, pendant 1 semaine pour certains, et jusqu'à 2 mois pour d'autres. Les parents confiaient leurs enfants à Léonide Kamenev et à Bernard Poggi ou à d'autres animateurs membres de l'association. L'objectif, mesurer la capacité des enfants à vivre sans leurs parents, à tester leur autonomie, à vivre en société, leur adaptation à la vie en communauté, mais pas seulement. La plupart du temps, les enfants devaient également participer à des séances de sauna et à des massages collectifs. Troublant comme méthode, non? Le stage est un passage obligatoire pour les enfants. Destiné à mesurer leur capacité à s'adapter à la vie à bord d'un bateau, chacun a vécu cette expérience d'une manière bien différente. Les victimes, elles, se souviennent du discours de Kamenev sur le comportement que doivent avoir les enfants. Il fallait que mes parents me manquent pas trop, que mes copains me manquent pas trop, que je sois travailleur. Donc je passais mes journées à couper du bois, je faisais le pain le soir. Puis déjà beaucoup de formatage en fait dans ce stage. Hein. Faut pas jouer, faut pas. Parce que jouer c'est pour les enfants puérils. Faut être utile au groupe, faut avoir de l'initiative. Bon, c'était un rêve donc on a envie de partir. Donc on sait qu'on est dans un stage de sélection, on a envie de coller le plus rapidement possible à ce qu'on attend de nous, quoi, pour être pris, tout simplement. Pour Kamenev, l'enfant doit éveiller son corps. Alors pendant le stage, il y avait souvent des séances de sauna et de massage collectif. Plusieurs des plaignants ont raconté qu'ils ont eu finalement, a posteriori, l'impression que ce sauna, cette péniche, ce stage, servait de présélection. Kamenev, il m'avait déjà repéré, je pense. Donc je me suis retrouvé avec lui pour cette séance de massage. Et direct, il y a eu déjà des attouchements, le massage de la cuisse qui vient effleurer le sexe et forcément qui provoque très vite une érection quand on a 12 ans. On est très réactif à n'importe quoi d'ailleurs. Puis bon, en même temps, tout de suite, le discours était là pour dire que c'était pas grave, c'était naturel, c'était normal. Il va me demander est-ce que j'ai peur de la nudité, puis petit à petit, il va me demander est-ce que je peux me déshabiller. Alors, j'avais vu des photos d'enfants nus, ça me faisait pas vraiment peur, même si j'étais gêné. Lui et moi, on va se déshabiller. Il n'y aura pas d'acte sexuel à proprement dit, mais il va me prendre la main. J'ai le souvenir d'avoir touché son sexe à ce moment-là, mais juste comme ça, parce qu'il se passait bien plus de choses après. Était-il prêt à tout
pour faire partie coûte que coûte du projet? Ou tout simplement un enfant de 10 ans sous l'influence du charismatique Kamenev? En tout cas, cet après-midi-là, la vie de Pierre a basculé. Il a mis un matelas près du mien et où il m'a masturbé. Donc il m'a imposé une première relation sexuelle qui m'a beaucoup troublé, questionné. Je ne comprenais plus du tout, je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y avait aucune sensualité ou aucun plaisir. Je me disais moi je ne suis pas normale. Voilà, je pense que ça m'a en fait sidéré, ça m'a stupéfait. Bon, j'ai pas crié ou j'ai pas... Parce que pour moi, c'était pas vraiment une agression, puisqu'il avait été gentil avec moi. Pour moi, c'était quelqu'un de gentil. Il y avait Bernard qui était à côté. Et puis, pour moi, c'était quelqu'un de positif, Léo. Après, voilà, il a été, on peut dire, gentil. Il m'a rassuré, il m'a dit « T'inquiète pas, c'est normal. » Ou c'est par contre, ça restera entre nous. Ça faisait un peu partie d'un contrat, voilà. On a parlé de mise en condition. Je ne sais pas si ce sont les termes que l'on peut utiliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a différentes étapes par lesquelles vont passer les enfants et qui vont les amener à considérer finalement que tout ça, c'est la norme. Et ça va même les amener à considérer que tout ce qu'ils vivent, ils le vivent sans contrainte et volontairement. Une fois le stage accompli, l'équipage est constitué. Selon les voyages, entre 5 et 20 enfants embarquent pour une année au moins à bord du Karekven, encadré par Kamenev et son second, Podji. Sur le bateau, le discours du capitaine est clair. L'enfant doit se détacher de tous ses repères. On change les règles à partir du moment où l'enfant arrive à bord. On le coupe totalement de la société. La société, ce sont les règles que l'on applique habituellement, mais la société, c'est aussi... Pour Léonid Kamenev, c'est la représentation qu'il en a, c'est le couple et les enfants. On lui demande même d'oublier les mots que sont papa et maman, et on lui demande de grandir seul et de s'épanouir seul. Le discours, c'est que les parents, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, qu'on peut s'en passer. Je sais que le rôle de la mère était très dénigré. On nous parlait souvent de nos mères comme étant... monstres, ça serait peut-être un peu dur, mais des personnes qui nous enfermaient et que grâce à ce qu'on vivait à l'école en bateau, on arrivait à se libérer de cette emprise. Et puis les femmes, c'est vrai que c'était pas quelque chose qui... Les filles, lui, c'était plus des sources de problèmes qu'autre chose. Donc effectivement, sur le bateau, quand une fille arrivait, on avait aussi un peu tendance à garder nos distances par rapport à ça, pour éviter des critiques éventuelles. S'ils doivent percevoir le monde avec de nouveaux yeux, les élèves doivent aussi s'habituer aux coutumes de la vie à bord. Et la première navigation, j'arrive sur le pont et je vois, c'est les adultes qui se mettent nus, les anciens qui se mettent nus, et puis tout le monde qui suit le mouvement, quoi, parce que tout le monde a vu les tout le monde a vu les photos, tout le monde a vu les films, tout le monde sait que ça se passe comme ça déjà. Enfin, on est déjà formaté pour ça de toute façon. Mais c'est tellement induit et personne nous l'a demandé, et pourtant on se sent obligé de le faire. On savait très bien ce qu'il fallait faire pour faire plaisir, pour être comme il faut. Et en fait, il y avait plein de règles à respecter. Alors, être nu, se dénuder facilement, c'était vraiment une règle parmi d'autres. C'était comme critiquer la société de consommation, comme ne pas être difficile sur la nourriture, comme critiquer les femmes. Faut pas écouter de musique, faut pas lire de bandes dessinées, faut pas avoir de jouets. Quand Kamenev arrive, donc il y a la nudité qui n'est pas imposée, mais qui est plus que lourdement suggérée, donc on s'y met tous. Les érections des adultes devant nous, en nous expliquant que c'est tout à fait normal, que voilà, il ne faut pas se cacher, donc nous on fait de même. Et aussi les masturbations entre nous. Une façon pernicieuse d'arriver de la nudité à en fait des caresses et puis à ces problèmes de dérive pédophilique. Des dérives pédophiliques auxquelles Fabien va être très rapidement confronté, seulement une semaine après son arrivée sur le bateau. Ça a commencé très vite dans les douches du chantier. Je me souviens très bien de le voir fermer la porte des douches à clé. Je me souviens très clairement qu'il se mette nu et qu'il prenne son slip et qu'il l'accroche sur la poignée de la porte pour masquer le trou de la serrure. Ça commence à faut s'aider à se frotter le dos. Donc attends, je vais te laver le dos et puis tiens, lave-moi le dos. C'est très progressif pour faire accepter au fur et à mesure chaque geste. Puis finalement, toucher un peu le sexe et puis après forcément, il y a des érections, puis masturbation et
Et voilà, au fur et à mesure, on dévie jusqu'aux extrêmes. À la même époque, les enfants d'Anne-Marie sont également à bord du Carecven. Mais pour eux, le scénario est complètement différent. Mes enfants n'ont eu aucun rapport sexuel, ni équivoque de quelque nature que ce soit, avec Bernard Poggi, ni avec Léonide Kamenev, ni avec quelque autre adulte de passage. Sur les près de 400 enfants qui sont passés à bord du Carecven, une trentaine ont dénoncé des abus sexuels. Alors pourquoi certains enfants seraient-ils victimes et pas d'autres ? Il avait des chouchous aussi, c'était plus dans le sens, des fois j'ai l'impression qu'il était en admiration devant les enfants, des très jeunes enfants qui exprimaient des choix, des décisions, ça l'émerveillait quoi. Et donc je pense que oui, de ce côté-là, il avait des chouchous. Il y avait l'idée d'un enfant un peu idéal. Et je crois que Léo me faisait comprendre que j'étais voilà, ce qu'il attendait, l'enfant qu'il attendait, et qu'on était très très peu, il y avait presque personne comme ça, que j'étais comme quelqu'un qui appartenait à une espèce d'élite. À bord, les enfants qui ont été victimes d'abus semblent prêts à tout pour garder leur statut d'élu. En me laissant faire, je me sentais pas plus intégré au groupe, mais quelqu'un avait de l'intérêt pour moi. Et en plus, la personne la plus importante, je le vis comme presque un privilège. À l'époque, moi, j'étais persuadé d'être le seul à subir ce genre de choses. De toute façon, à ce moment-là, de la part de Kamenev, c'était sûr, parce que c'était tellement... c'était quotidien par moment. Il y a un moment, il n'y a pas de place pour les autres, quoi, tout simplement. Donc, c'est pas dur de penser qu'on est seul, tout simplement, à vivre ça. Mais oui, pour moi, être bon élève, c'est sûr que ça, c'était une grosse partie d'être bon élève, quoi, d'assouvir sa sexualité. Léo avait partagé sa cabine avec un autre garçon. Et il m'a fait comprendre qu'il ne dormirait pas dans la même cabine que moi, que c'était mieux qu'il dorme à côté de lui, que c'était un garçon avec qui il était avant, qu'il ne pouvait pas le lâcher comme ça. Du coup, je me suis presque sentie trahie. C'est-à-dire que voilà, j'étais celui qu'on voit en cachette, comme ça. Je ne pense pas que Kamenev ait instauré des rapports de couple avec les enfants. Parce qu'il avait pas... il avait souvent un favori, mais il en avait assez vite un autre. Qui d'ailleurs eux-mêmes ont souvent mal vécu le fait de ne plus être le favori. Mais comment un seul homme a-t-il pu avoir autant d'influence sur ses enfants ? Qui est vraiment Léonide Kamenev ? Né en 1937, il est fils d'un aristocrate russe réfugié en France après la Révolution de 17 et d'une mère française. Léonide Kamenev a toujours exercé des métiers en rapport avec l'enfance. Marié, père de famille, ce qui ressort de sa personnalité, c'est son charisme. Si on voulait faire le portrait de Kamenev en quelques mots, ça serait quoi ? C'est quelqu'un qui a une affabilité naturelle qui est celle du vrai pervers. Lui, il s'est servi de cette autorité naturelle qu'il a et qu'il a au travers d'un sourire, d'une séduction naturelle. On a pu tous le voir à l'audience, de quelqu'un qui ne s'énerve que très rarement, mais qui, dans sa manière d'exprimer, s'exprime sans que ça souffre aucune contradiction. C'est quelqu'un qui a un bon contact avec les gens en général. C'est quelqu'un qui est cultivé, qui est intelligent. Donc. C'est une personne imposante de par son charisme, de par sa réflexion, sa manière de parler. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous fait un peu peur, qui nous inspire en même temps, qui nous motive nous, on se motive à toujours aller de l'avant, à ne pas se faire critiquer, parce que c'était quelqu'un qui avait la critique facile. Mais d'un autre côté, c'était un perfectionniste dans ce qu'il faisait, et du coup, ça obligeait à nous aussi d'essayer de nous dépasser quand on s'investissait dans quelque chose. Et le premier à être charmé, c'est Bernard Poggi. Il a été son second pendant plus de 20 ans, et il est à côté de lui aujourd'hui sur le banc des accusés. En 1966, lorsqu'il est chez les Maristes, donc il rencontre Kamenev, et très rapidement, donc Kamenev se prend d'affection pour ce gamin et va l'emmener, parce qu'ils habitent tous les deux à Toulon, rapidement il l'emmène sur un bateau. Et en fait, quand il rencontre Kamenev, Kamenev le séduit, comme il peut séduire un gamin de 11 ans. Et puis il y a effectivement un certain nombre d'actes à connotation sexuelle, que ce soit des masturbations, des caresses, etc. C'est le couple en fait qu'ils formaient, c'est-à-dire que c'était vraiment un duo. Ils ont fonctionné en duo
avec le profil du sévère et du gentil, avec les enfants qui passaient de l'un à l'autre, avec même Bernard Poggi qui regardait pendant que Léo agissait. Donc quelque chose de très rodé en fait entre eux. L'école classique, trop ferme, trop dirigiste selon Kamenev, lui donna l'idée de permettre à des enfants de vivre une aventure éducative grâce à l'école en bateau. Une idéologie développée en 1979 dans un livre, Écolier sans tablier. J'avais écrit un livre qui s'appelle Écolier sans tablier, où c'était clairement défini. C'était un type de pédagogie particulier. On avait commencé par correspondance, mais ce n'était pas possible parce que c'était trop loin des intérêts. Donc là, au contraire, ça rejoint la pédagogie assez en vogue à l'époque de apprendre en faisant. Ces nombreuses théories étaient appliquées à bord du Carreg Ven. Très fréquemment, il réunissait l'équipage pour parler de la vie du groupe. Des réunions au cours desquelles le capitaine Kamenev pouvait être très dur avec son équipage, extrêmement autoritaire. On va dire que l'idée première de la réunion, c'était de faire en sorte que chacun évolue dans le bon sens, ou en tout cas participe mieux au bateau, au groupe. Mais c'est sûr que quand on a 12-13 ans, qu'on se fait critiquer, on a plus tendance à se refermer sur soi-même, à pas trop savoir comment gérer, parce qu'évidemment, c'était toujours « bon, bah, tu fais ça, c'est pas bien ». Mais il n'y avait pas énormément d'informations sur comment on s'organise, comment on prend sa vie en main. Donc c'était un peu des discussions, on va dire, à sens unique. Et je me souviens qu'à un moment, il avait pris des seaux d'eau, il les avait jetés sur le pont. Enfin, on avait été vraiment pas bien pendant un certain temps suite à ça. On avait plus tendance à avoir l'impression de se faire taper dessus verbalement que d'avoir une discussion, un échange. Donc c'est vrai que c'était, pour la plupart, assez mal vécu. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi, en fait. Et ça aussi, je pense que ça participait de cette espèce de pouvoir qu'ils avaient sur nous. Coupés du monde et de leur sphère familiale, certains moussaillons adhèrent vite à l'idéologie de Kamenev. Pour eux, il est hors de question de raconter à leurs parents ce qui se passe à bord. Ce qui se déroule sur le bateau doit rester sur le bateau. Mais si on lit entre les lignes, on s'aperçoit vite que Kamenev avait déjà tout écrit de sa vision de la sexualité des enfants dans son livre « Écolier sans tablier », je cite. Les enfants ont les mêmes obligations, mais aussi les mêmes droits que les adultes en matière de sexualité. Alors, comment les parents ont-ils pu passer à côté et pourquoi les enfants se sont-ils murés dans le silence? Aux actes se joignait un discours, voire un conditionnement. Je me souviens d'une conversation en navigation un jour, je ne sais pas où j'entends ça, mais j'entends le mot pédophile. J'entends une connotation négative dans le mot, donc je lui demande c'est quoi un pédophile. Et il m'explique voilà, l'origine du mot, le latin, voilà, c'est les gens qui aiment les enfants. Son discours, c'était que dans la Grèce antique, les relations entre enfants et adultes étaient tout à fait normales, tolérées et comprises de la société, que l'homosexualité c'était pareil, qu'ils étaient beaucoup plus ouverts sur la sexualité qu'aujourd'hui. La société a une vision très étriquée et très pudique de la sexualité, que c'était des sujets tabous. C'est une sorte de mentor. Moi, je prends pour vrai tout ce qu'il dit. Je me pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou faux. J'y crois, point barre. Une fois l'aventure terminée, rares sont ceux qui, parmi les victimes, ont réussi à aborder ce qui s'était réellement passé sur ce navire. On ne dit pas faut que ce soit un secret ou quoi que ce soit, mais on comprend très vite que s'il ne faut même pas que quelqu'un puisse voir ça à travers le trou de la serrure, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient au courant. Par les discussions à bord, en tout cas les conseils de Bernard et de Léo, principalement de Léo, d'expliquer que ce qu'on vivait à bord, c'était la vie du bord. Et que quand on sortait du bateau, ce n'était pas forcément bien compris par l'extérieur, ni même compris du tout. Donc, pour éviter des complications, éviter des questions, des problèmes, etc., ne pas en parler, c'était le plus simple, quoi. Mais ce qu'on ne comprend pas, Maître Morin, dans cette histoire, c'est le rôle des parents. C'est quand même les parents qui donnent l'autorisation pour que les enfants y aillent. Oui. Comment ils se rendent compte de rien? Ils se rendent compte de rien parce qu'il y a cette vitrine. Et ils se rendent compte de rien parce que ce que j'ai appelé le retour à Orly, on essaye de l'imaginer. Ça fait 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas vu votre enfant. Il est à l'autre bout de l'escalator, il court vers vous, il se jette dans vos bras. Et là, vous lui dites, alors, c'était bien, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise?
Qu'est-ce que vous voulez que votre enfant, même un peu plus âgé, de 14 ans ou 15 ans, dise à sa mère, dont il sait qu'elle l'a envoyé pour faire le rêve, donc il ne veut pas décevoir ses parents? Qu'est-ce que vous voulez d'autre qui disent que bah, c'était super, maman? Il parle des plages, des coquillages, des palmiers, des copains, mais il ne vient pas dire qu'on lui a mis un sexe d'adulte dans la bouche. Il ne peut pas. Moi, je suis rentré, je me souviens, 3 fois. On racontait les voyages. Maintenant, la vie à bord, on en parlait un peu, mais sans plus. Et puis, de toute façon, les rapports sexuels ou les relations, ça, on n'en parlait jamais, quoi. Jean-Baptiste, lui, en a parlé à ses parents. Quand mes parents me retirent en juillet 80, ils m'expliquent qu'ils ne peuvent pas porter plainte parce que... ils me disent que Kamenev est sûrement quelqu'un de protégé. Alors, je ne sais pas si c'était pour se protéger eux-mêmes qu'ils disaient ça. Ils m'expliquent que, voilà, s'ils portent plainte, que ça va me traumatiser encore plus que ce que j'ai vécu. Comment Leonid Kamenev a-t-il pu avoir autant d'influence sur les enfants? Et les enfants, eux, pourquoi ont-ils gardé le silence aussi longtemps? Pour essayer de répondre à ces questions, je vais voir Gérard Lopez. C'est le fondateur de l'Institut de victimologie de Paris. Pour quelles raisons les enfants se sont imposés le silence? Les enfants s'imposent toujours le silence. Premièrement parce qu'ils ont honte. Ils savent que ce qu'ils subissent n'est pas bien. Deuxièmement, ils ont peur de ne pas être crus. Et ils ont raison, parce qu'on ne les croit pas, les enfants. Troisièmement, ils se sentent coupables. Tous les enfants se sentent coupables. Mais au-delà de là, toutes les victimes se sentent coupables. Et donc ça fait beaucoup de choses. Et puis en plus, ils sont sous l'emprise psychologique d'un homme qu'ils admirent, ils n'ont pas le dénoncer. Donc il y a 1001 raisons pour ne pas dénoncer ces actes-là. Les enfants ne dénoncent que très très rarement les choses. On a responsabilisé l'enfant sur le bateau jusqu'à lui faire penser qu'il était responsable de ce qu'il subissait. Alors les enfants se murent dans le silence. Et pourtant, de nombreux écrits auraient pu éveiller bien des soupçons. Dans son livre « Écolier sans tablier », Leonid Kamenev consacre un chapitre entier à la question de la sexualité. Sur l'enfant, il écrit « Pourquoi le véritable échange physique, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, hétérosexuelle ou homosexuelle, serait-il la chasse gardée des adultes ?» Comment les parents pouvaient lire ça? Parce que, pour moi, la pédophilie, elle est écrite noir sur blanc. Je pense que quand les choses sont dites, les gens sont impliqués, en fait. Et je pense qu'au fond, si l'école en bateau a pu perdurer pendant tant d'années, qu'il y a eu des plaintes, mais qu'il y en ait eu si peu, c'est parce que je pense que c'était vraiment un système où on mouillait tout le monde, et les parents compris. Les parents s'en sont bien tirés avec l'histoire de l'école en bateau, parce que, pour moi, ce que j'ai dit clairement à mes parents à un moment, c'est que, pour moi, ils étaient passibles de non-dénonciation de crimes. Dans le mensuel de l'association, Le Petit Voyageur, des photos et certains écrits sont encore plus explicites. Ça ne gêne personne qu'un enfant apprenne la musique ou la cuisine par l'intermédiaire d'un adulte. Mais quand il s'agit de sexe, on fait reproche à l'adulte de montrer ce qu'il sait. Pour Kamenev, les relations sexuelles entre enfants ne sont absolument pas tabous. Les relations sexuelles sont des relations physiques. Il faut y aller progressivement avec les enfants. Un enfant de 10 ans ne porte pas un sac de 40 kilos. Eh ben c'est pareil pour la sexualité. Il y a des évidences naturelles. Les parents étaient au courant de relations sexuelles possibles, ou de jeux sexuels, cet âge-là c'est plus des jeux que des relations, entre les enfants et des enfants entre eux. Dans le magazine qu'on publiait sur notre vie, Le Petit Voyageur, c'était aussi défini. On voyait que ces choses-là n'étaient pas interdites. Je ne veux pas dire que des relations étaient explicitées, etc. Mais c'était évident qu'il n'y avait pas d'interdit de ce côté. Pour Leonid Kamenev, l'histoire de l'école en bateau doit être avant tout replacée dans une époque dont mai 68 est le tournant. Ces échanges étaient, étant donné l'âge des jeunes, étant donné l'ambiance dans laquelle ça se passait, c'était pas dans Paris aujourd'hui, c'était sur un bateau où on vivait, où le fait d'être nu, par exemple, n'était pas anormal. Où il y avait même des massages entre nous, pas des massages, comme ça a été parfois dit, à caractère sexuel, absolument pas, mais des massages qui faisaient que le
toucher le corps de l'autre n'était pas tabou. Léonid Kamenev, il s'en défend. Lui dit « je ne suis pas un pédophile », il refuse ce qualificatif. Il est encore dans son raisonnement à lui, qui est vraiment propre à cette époque, en effet. De penser que les enfants sont capables d'une sexualité à l'égal des adultes, c'est tout un courant porté par certains intellectuels dans ces années-là, dans les années 60, 70, 80. Est-ce qu'on peut revenir sur ce lien entre mai 68 et les pédophiles? C'est une époque de grande libération sexuelle. Dans la foulée, tout devenait permis. Et les pédophiles très malins, très adroits, très manipulateurs, allaient chercher dans la Grèce antique, des choses comme ça. Voilà. À un moment donné, il y a la loi, et la loi, il faut s'y soumettre. La loi, c'est on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec un enfant avant 15 ans. Le pervers va toujours jouer sur les limites. Oui, 14 ans et demi, 14, chez les Barouillas, chez les Grecs. Ben oui, mais c'est d'autres cultures, c'est d'autres civilisations. Chez nous, c'est comme ça. Cela fait maintenant 15 ans que le Caregven navigue en toute impunité sans que personne ne dénonce les sévices qui se déroulent à bord. Tout va basculer en 1994 lorsque plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols sont déposées par d'anciens élèves de l'école en bateau. À cette époque, Léonid Kamenev et son équipage sont à Fort-de-France, en Martinique. Il est placé en garde à vue avec son second, Bernard Poggi, et Kamenev commence à avouer. Il faut dire qu'un garçon de 12 ans, Fabien, a témoigné des abus sexuels qu'il a subis. Mais Fabien se rétracte. Pourquoi? En 1994, le Caregven est à quai à Fort-de-France, en Martinique, alors que Kamenev et Poggi sont en détention provisoire. À 12 ans, Fabien, comme les autres enfants à bord, est entendu par les gendarmes. J'utilise des mots comme fellation. Pour moi, c'est un mot que je connais pas. Quelque chose que je sais très bien faire pourtant à l'époque. Mais c'est un mot que je connais pas, donc voilà. Il m'explique les mots, ce que ça veut dire. Au bout d'une journée de questionnement et d'interrogatoire, je finis par lâcher le morceau, par craquer, et, par pleurer et tout. Et forcément, ils comprennent très vite qu'il s'est passé quelque chose. Et il me dit que les deux adultes vont rester en garde à vue, qu'il ne faut pas qu'on attende après eux, que de toute façon, ils ne ressortiront pas avant le lendemain. Donc voilà, moi, non seulement je suis le traître, mais en plus, il faut que j'apporte les mauvaises nouvelles à bord. Donc ouais, non, c'est un moment qui a été très difficile. Ouais. On va finir par sortir Bernard Poggi de sa geôle en lui disant allez vous occuper des gamins. Kamenev reste en prison en attendant une confrontation devant le juge d'instruction. C'est Bernard Poggi qui m'emmène à cette confrontation en voiture, donc à Fort-de-France, pour rencontrer le juge d'instruction et être confronté à Léonid Kamenev, et qui me dit voilà, si tu veux qu'il puisse sortir de prison, faut que tu dises que ça s'est arrêté au massage et que tout le reste c'est faux, quoi. Bref, le fait de trahir, de casser les rêves de tout le monde, de couler l'école en bateau, de laisser Léonid Kamenev emprisonné, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Donc on arrive chez le juge d'instruction, on me pose 3 questions, j'y réponds facilement, personne n'insiste, et ça se passe tout seul, et j'ai aucune difficulté à dire non, il n'y a eu que des massages. Et puis c'est un discours que je tiens aux parents qui se déplacent dans les 2-3 jours qui suivent pour venir voir leur enfant, parce que forcément il est entendu à la gendarmerie que les adultes sont en garde à vue, et du coup il y a des parents qui sont quand même un petit peu, un minimum responsables, et qui se déplacent pour voir de quoi ils retournent réellement. Anne-Marie fait partie des parents qui se sont rendus à bord du Caregven à ce moment-là. On rencontre non pas Léonid Kamenev, puisqu'il est incarcéré, mais Bernard Poggi, qui lui était sorti. Et voilà. Et donc on décide de laisser nos enfants parce que ce qui nous est dit, et surtout ce qu'ils nous disent eux, sur ce qu'ils vivent, nous rassure. Kamenev est libéré au bout de 2 mois de détention. Le Caregven reprend le large, les plaintes aboutissent à un non-lieu. Nouveau rebondissement en 1999, lorsqu'un ancien élève porte plainte à nouveau à Bordeaux. Une enquête est déclenchée en 2001 et la brigade des mineurs de Paris convoque plus de 150 anciens élèves à bord entre 1969 et 2001. Parmi eux, une trentaine porte plainte pour agression sexuelle, tentative de viol et viol contre Léonid Kamenev et son second, Bernard Poggi. Fabien est de nouveau appelé à témoigner. Forcément, je comprends très vite de quoi il s'agit, et c'est là que j'ouvre enfin les yeux sur
sur le fait que j'étais pas le seul, qu'il faut se rendre à l'évidence que c'est une pratique courante sur le bateau. Donc je me dis que là, je peux pas me permettre de rater le coche, que je peux pas me permettre de ne pas soutenir les gens qui sont en train de porter plainte. Et j'ai envie que le témoignage des autres soit entendu, et que d'appuyer leur démarche. Donc je dépose plainte. Moi, j'ai porté plainte en 2005 parce que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, que c'était peut-être bien trop tard, mais que si je pouvais apporter ma pierre à établir la vérité sur l'école en bateau, j'étais prêt à le faire. Mais les enquêteurs découvrent très vite que Leonid Kamenev et Bernard Poggi ne seraient pas les seuls à avoir abusé d'enfants. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais pas du tout par le bateau, pas du tout par un projet pédagogique, mais bien par des mineurs et par la position qu'ils pouvaient tirer de leur situation vis-à-vis des mineurs. Dans leurs témoignages, les victimes citent de nombreux noms, près d'une dizaine. Si sur le Karekven, Kamenev et Poggi sont les seuls maîtres à bord, à terre ou sur d'autres navires, différents adultes affiliés à l'école en bateau ont été dénoncés par les victimes. Des encadrants, des gens de passage, des récits effarants. À la fin du séjour, j'étais plus vraiment sous la sphère d'influence de Leonid Kamenev. Et donc, il y a 2 autres adultes qui ont eu une relation avec moi. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être encore plus un objet, quoi. À la suite de ces jours, voilà, je ne supportais plus l'univers des hommes, quoi. Je voulais à tout prix m'extraire de ça. Et en fait, il n'y avait qu'une seule femme qui était adulte, encadrante à l'école en bateau, et qui s'appelait Joëlle. Et donc j'ai décidé de partir avec elle, sur le seul critère qu'elle était une femme. Et en fait, le scénario s'est exactement reproduit avec elle. Quand cette femme m'a conduit à avoir un rapport sexuel complet avec elle, moi j'ai eu l'impression d'être dévoré. C'est en fait extrêmement traumatisant. Pour Jean-Baptiste, c'est un certain Michel, un des premiers encadrants, qui a aussi abusé de lui. Au moment où je me retrouve confronté à... Il va être un peu bousculé par le policier qui l'interroge et il lui dit alors est-ce que c'était 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, et dans mon souvenir je pense qu'il va dire entre 20 et 30 fois, quelque chose comme ça. Voilà. Pour Pierre comme pour Jean-Baptiste, ces faits sont aujourd'hui prescrits. Mais l'enquête révèle que dans d'autres structures, des personnes seraient impliquées dans des affaires de pédophilie. C'est le cas d'un ancien animateur de l'école en bateau qui a fondé la Baleine Blanche dans les années 80. Il était reproché à mon client de s'être fait pratiquer une fellation par un jeune homme, jeune adolescent, qui était sur son bateau. Au procès, Jean-François T. est le 2e accusé aux côtés de Kamenev. Parallèlement, d'autres hommes sont rattrapés par la justice. Éric Martin, ancien élève de l'école en bateau, fondateur de l'Arbre Voyageur, est condamné à 20 ans de réclusion en 2012 pour viol et tentative de viol sur mineurs de moins de 15 ans. Une question se pose alors, serait-on face à un réseau? L'un des enquêteurs avait défini un cercle dans lequel on mettait tous ces enfants et autour duquel gravitaient des gens qui se connaissaient et qui savaient qu'ils pouvaient profiter de la même chose. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont un peu la même philosophie, qui montent leur école, et vraisemblablement l'idée de Kamenev à l'origine, c'était de faire une espèce de fédération de ces écoles libres en bateau. Que ça ait pu attirer certaines personnes ayant des appétences, on va dire sexuelles carrément, c'est pas impossible. Éric Martin, cet ancien élève, aurait-il reproduit des gestes qu'on lui aurait imposés par le passé? Tout gamin qui serait resté en tant qu'adulte sur ce bateau serait devenu abuseur. Mais abuseur sans même se poser la question de savoir s'il abusait ou pas. C'est en tout cas ce que l'on reproche à Gilles, 17 ans à l'époque des faits. En 2008, lorsqu'il est entendu par les enquêteurs, on le suspecte de viol sur une mineure de moins de 15 ans, élève à bord du Karekven au même moment que lui, en 1990. Et puis là, le choc, quoi, puisqu'en fait, c'est l'arrestation, pure et simple. Il n'y a pas de discussion préalable, c'est l'accueil à l'entrée du commissariat de police, et puis asseyez-vous, enlevez vos lacets, videz vos poches. Vous êtes en état d'arrestation pour viol et agression sur mineurs de moins de 15 ans. Mais tous les équipiers sur ce bateau ont eu des échanges à caractère sexuel avec d'autres équipiers. C'est ce qui lui était reproché à lui, mais à ce moment-là,
Si on avait voulu être juste et cohérent, il aurait fallu mettre en examen beaucoup de jeunes équipiers. Lui a toujours reconnu qu'il avait eu des relations sexuelles avec cette jeune fille, mais il n'a jamais eu le sentiment de l'avoir contraint. Le fait de se constituer partie civile, donc c'est une démarche qui est arrivée en 2008, assez vite au bout du compte, par rapport aux confrontations avec le juge et les personnes qui ont porté plainte contre moi. Je ne sais plus qui en parle le premier ou moi, l'avocat, mais je dis moi, j'ai pas l'intention de porter plainte contre Bernard ou Léo, sauf si vraiment il le faut, parce que j'ai conscience quand même qu'il faut que je me défende, mais simplement pour répondre aux questions et expliquer ce que j'ai vécu, en essayant de me dire que je serais jugé sur ce que j'ai vécu, quoi, pas ce que je peux représenter. Le but était que le magistrat instructeur, notamment, comprenne qu'il était d'abord et avant tout une victime et qu'il était absolument injuste qu'il soit mis en examen. 2 ans plus tôt, en 2006, l'affaire commence à être médiatisée. Le responsable, Maître Morin, l'avocat des parties civiles. 12 ans après la première plainte, celui-ci dénonce la lenteur de la justice dans ce dossier. Judiciaire maintenant des victimes du Carec Veine. C'est le nom d'un bateau affrété dans les années 80. Cela fait des années que les enquêtes sont enlisées. Demain, la Cour de cassation se prononcera sur le dessaisissement du juge. Malgré plusieurs plaintes, le juge saisi en 2001 n'a jamais instruit l'affaire. Ce dossier a été enterré, ce dossier est resté sous le dessous de la pile. Ce dossier n'a pas été instruit, ni avec diligence, ni avec compétence, et qu'il convient maintenant de retourner ce dossier à un autre juge d'instruction. Vous choisissez assez vite de médiatiser l'affaire. Pourquoi? Je suis face à un mur, un juge d'instruction qui effectivement ne me répond pas, ne souhaite pas me recevoir, n'accomplit aucun acte. On est à des limites de prescription pour certains faits, donc il faut agir vite. Je saisis la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, pour demander à ce que le dossier soit retiré à ce juge d'instruction. Et la Cour de cassation, décision rarissime, dessaisit ce juge d'instruction de Fort-de-France et rapatrie le dossier à Paris. Entre les deux, on a choisi de médiatiser parce qu'il fallait effectivement faire connaître cette affaire, ne serait-ce que pour que d'autres victimes, ce qui a été le cas, se manifestent. La pression des parties civiles porte ses fruits. 2 ans plus tard, en 2008, Léonid Kamenev finit par être interpellé au Venezuela, puis extradé. Après 18 mois de détention, il est libéré sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. C'est donc entre les 4 murs de cette cour d'assises des mineurs de Paris que la justice doit trancher sur cette affaire. Ils sont 4 accusés à comparaître libres pour des faits d'agression sexuelle, des tentatives de viol et des viols sur mineurs de moins de 15 ans. Seules 9 victimes ont pu se constituer partie civile. Pour les autres, les faits sont prescrits, mais ils sont près d'une trentaine à attendre que la Cour révèle au grand jour la vérité sur l'école en bateau. Léonid Kamenev aurait-il pu créer cette structure uniquement pour satisfaire ses déviances? Serait-il ce gourou dépeint par les victimes qui assoit son emprise pour obtenir ce qu'il souhaite des enfants? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le 4 mars 2013, après 18 ans de procédure, le procès de Léonid Kamenev, mais aussi de Bernard Poggi, de Jean-François T. et de Gilles, commence. Une des premières questions soulevées par la cour d'assises est sans détour. Dans cette affaire de pédophilie, pourrait-on parler de dérive sectaire? Il fait très bien office de gourou, donc je trouve que ouais, on peut tout à fait comparer ça à une secte. Tout à fait, avec effectivement un maître penseur, une espèce de gourou, et puis avec tous les lieutenants, et puis avec vraiment cette séparation étanche entre l'intérieur et l'extérieur. Ça n'est pas une secte, mais c'est une logique. Il y a toute une logique sectaire qui est favorisée par l'éloignement, par l'isolement, par le huis clos du bateau, par le groupe. On a un gourou, oui, de fait, puisque l'adulte, le capitaine, l'homme qui sait tout, c'est Léonid Kamenev. À la barre, Kamenev défend son monde idéal, sans barrière entre majeurs et mineurs, reconnaissant au mieux des partages de caresses et de tendresse. Les témoignages tels qu'ils s'expriment pour le moment, certains d'entre eux sont exagérés. Soit suite du ressentiment, soit suite de la douleur éprouvée jusqu'à présent. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont vécu quelque chose qui les a heurtés et qui ressort aujourd'hui de façon pénible pour eux. J'ai des regrets de n'avoir pas su sentir cela, de n'avoir pas vu changer aussi le regard
de la société sur ces questions et de les avoir mis finalement d'être responsables du fait qu'ils se soient trouvés dans cette condition de souffrance. Après 2 semaines et demie d'audience, c'est au tour de Fabien de passer à la barre. Il raconte sa version des faits. Appelé à son tour, Kamenev va craquer après cet ultime témoignage. Je suis la dernière partie civile par rapport à la chronologie des faits, à témoigner du coup. Et après mon témoignage, qui je pense a eu un certain impact sur l'ensemble des gens qui ont assisté à l'audience ce jour-là, Kamenev, voilà, on lui demande de venir dire ce qu'il pense des faits que je viens de dénoncer et savoir s'il maintient toujours sa position. Et là, en fait, changement radical de trajectoire, de but en blanc. Et il dit je reconnais l'ensemble de ce que vient de dire Fabien Ladreau et je reste... Enfin là, c'est le choc, hein, je pense, pour tout le monde dans la salle. Il a fait cet effort de prendre la responsabilité de leur mal-être et de leur traumatisme. Ça n'a pas été facile, mais il l'a fait. Et je trouve que c'est plutôt bien pour tout le monde. J'ai honte d'être la cause de ces souffrances. Après 3 semaines d'audience éprouvante, couronné par les aveux de Kamenev, il est 20h15 ce vendredi 22 mars 2013, lorsque le président de la cour d'assises prononce un verdict en faveur des victimes. Ce procès, c'est l'échec d'un homme, évidemment. C'est aussi celui de l'institution judiciaire. C'est un grand soulagement d'abord, et c'est une grande victoire pour les parties civiles. Vraiment, elles attendaient ce moment, rendez-vous compte, depuis 19 ans. 19 ans qu'elles attendaient ce moment. Elles ont entendu les mots coupables. C'était là leur seule satisfaction. Voilà, Kamenev vient de partir pour son ultime voyage en direction de Fresnes. 12 ans de réclusion criminelle, 6 ans pour son bras droit Bernard Poggi. Jean-François T, lui, a écopé de 5 ans avec sursis. Enfin, Gilles, qui avait quand même une délicate position, celle de partie civile et d'accusé, est finalement acquitté. Alors, le sentiment général à l'issue de cet éprouvant procès, c'est que bon nombre de personnes manquaient à l'appel sur le banc des accusés. Parce que près d'une dizaine de noms ont été évoqués pendant les audiences, mais soit parce que les faits sont prescrits, soit parce que carrément ils ont pris la fuite, ces personnes n'étaient pas là. Aujourd'hui, elles ne risquent plus rien et c'est désolant. Elles sont libres, seules, face à leur conscience. Bonsoir.